J'étais invisible à ma propre remise de diplôme. Quand une entreprise de 9,5 milliards d'euros m'a offert 950 000 euros par mois, mes parents ont soudainement dit « Nous devons parler, maintenant ». Je m'appelle Élise Moreau. J'ai 33 ans et je travaille dans la finance à Paris. Il y a quelques années, mes parents ne se sont même pas présentés à ma remise de diplôme universitaire. Ils l'ont appelée une « cérémonie de l'échec » parce que j'avais choisi une spécialisation difficile qui, à leurs yeux, ne mènerait pas à grand-chose. Passons directement à la semaine dernière. Sortie de nulle part, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays m'a recruté directement pour un poste de direction. L'offre, 950 000 euros par mois. Je n'avais même pas eu le temps de l'assimiler quand mon téléphone a sonné. C'était maman. Nous devons parler, dit-elle, sa voix inhabituellement douce. Réunion de famille ce week-end à la maison. C'est important. Aucune félicitation, aucune question sur le poste, juste cette exigence. Papa et ma sœur, Chloé, étaient déjà d'accord, bien sûr. Ils voulaient que tout le monde se réunisse pour discuter de l'avenir. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste réservé un vol pour Lyon avec une surprise qu'ils n'ont jamais vue venir. Si cela vous arrivait à votre famille exigeant soudainement une réunion au moment où vous remportez la plus grande victoire de votre vie, y iriez-vous ? Resteriez-vous silencieux ou les affronteriez-vous immédiatement ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez. Et n'oubliez pas de vous abonner, car ce qui se passe à cette réunion change tout. En repensant à quelques années en arrière, j'ai grandi dans une banlieue tranquille de Lyon, où les maisons s'alignaient proprement avec des pelouses impeccables et des allées pleines de voitures familiales. Ma famille m'a toujours vu comme la sérieuse qui étudiait trop dur en passant à côté du « vrai plaisir », déversant toutes leurs louanges sur ma sœur cadette, Chloé Moreau, qui avait 29 ans et ce charme naturel qui faisait que tout le monde lui pardonnait ses erreurs sans fin. Dès mon plus jeune âge, mon père secouait la tête devant mes bulletins remplis de mentions très bien, marmonnant « Élise, la vie, ce n'est pas que les notes. Tu dois te détendre comme Chloé. » Et ma mère acquiesçait, planifiant des sorties en famille où Chloé choisissait chaque activité en tant que « fille amusante, incontestable ». Ces mêmes schémas m'ont suivi tout au long du lycée et de l'université, où j'ai obtenu un diplôme en finance d'une bonne université de province. Mais ils l'ont à peine reconnu au-delà d'un appel téléphonique précipité, prétextant que des obligations professionnelles les empêchaient d'assister à la cérémonie. Au fond de moi, je savais qu'ils rejetaient mon parcours comme étant trop rigide, sans fête, sans petits amis, juste des feuilles de calcul et des stages exténuants. Pendant ce temps, Chloé a abandonné la fac 2 fois, passant de l'art au marketing sans valider un seul semestre. Et mes parents la saluaient comme courageuse de suivre ses rêves, peu importaient les conséquences. Chaque fois qu'elle se heurtait à un mur, ayant besoin d'argent pour le loyer de son dernier appartement ou pour une tenue d'entretien d'embauche qui ne menait nulle part, il se tournait directement vers moi après que j'ai décroché mon premier poste dans une société d'investissement de taille moyenne à Paris. Les virements d'argent ont commencé modestement. Je virais 475 € pour la réparation de la voiture de ma mère après qu'elle ait reculé dans la porte du garage, ou 950 autres pour le nouvel ensemble d'outils de bricolage de mon père qu'il jurait essentiel. Mais ils ont rapidement fait boule de neige pour devenir des obligations routinières. En un an, je couvrais leurs factures de cartes de crédit croissantes provenant de vacances qu'ils s'offraient aux Canaries ou à Ibiza, des voyages qu'ils faisaient sans jamais me demander si je pouvais me joindre à eux parce que je travaillais le week-end. Tu t'épanouis dans cette grande ville, Élise, m'envoyait ma mère par courriel, avec des photos jointes de leur nouvelle crédence de cuisine brillante, juste cette fois pour nous dépanner. Juste cette fois, s'est transformé en 2800 €, prélevés automatiquement chaque mois de mon compte directement vers le leur à Lyon, plus des extras ponctuels comme les paiements sur la voiture en leasing de Chloé après qu'elle ait détruit la précédente en se précipitant à un concert en ville. La vie à Lyon tournait autour de ces rythmes provinciaux tranquilles, soulignant à quel point je me sentais décalé, même de loin. Les étés signifiaient des barbecues dans le jardin avec les voisins qui envahissaient la terrasse pour des merguez grillées au charbon de bois, du maïs badigeonné de beurre, et des glacières remplies de bière locale et de soda coulant à flot. Nous nous rassemblions autour du brasero alors que le crépuscule tombait sur le lointain lac Léman, échangeant des histoires sur les matchs de l'Olympique lyonnais ou les réunions d'anciens élèves à venir, tandis que les enfants couraient sous les arroseurs sur l'herbe. Papa était au grill, retournant des saucisses avec des pinces que j'avais discrètement remplacées l'année précédente, et maman disposait des chaises pliantes, passant des assiettes de salade de pommes de terre. Mais sous les rires, les conversations viraient inévitablement aux finances,
avec Chloé qui se plaignait que son salaire de serveuse couvrait à peine ses ongles en gel, ses commandes à emporter hebdomadaires et ses vêtements de boutique pour des auditions qui n'aboutissaient à rien. Mes parents échangeaient des regards, puis se tournaient vers moi en disant « Élise a la touche magique à Paris. Elle s'en occupera, pas de problème. » Les hivers étaient plus rudes, transformant les allées en champs de bataille enneigés où je recevais des appels urgents pendant les vagues de froid. La chaudière vacille encore, chérie. Peux-tu envoyer 1900 € pour un chauffagiste d'urgence avant que les tuyaux ne gèlent? Et j'approuvais le paiement à distance pour un service de déneigement qu'ils oubliaient toujours de programmer eux-mêmes, préférant attendre que les congères bloquent la boîte aux lettres. Je me suis installé à Paris juste après mes études, troquant les horizons plats et infinis de la province bourdonnante de Cigales contre la cohue des gratte-ciel, les grondements du métro et les épiceries de quartier ouvertes jusqu'à l'aube. Ma routine s'est dissoute en quart de travail marathonien, audit des portefeuilles clients, présentation de modèles de risque sophistiqués lors de conférences téléphoniques, et travail acharné pour passer d'analyste junior à associé principal en 6 années implacables où chaque prime de performance disparaissait vers Lyon, finançant leurs améliorations. Un VUS tout neuf a remplacé la vieille voiture chancelante de papa parce qu'il insistait sur le fait qu'elle n'était, pas sûre, sur les routes verglacées pour aller chez le roi Merlin. J'ai payé la compte et les 6 premiers versements. Les tuiles du toit ont été réparées après qu'une tempête de grêle printanière ait ravagé le quartier, coûtant 3 800 € qui sont arrivés via une application avant même que le devis ne soit finalisé. La 3e tentative de Chloé pour des cours de certification en ligne en gestion des réseaux sociaux a englouti 4 700 € supplémentaires lorsqu'elle a abandonné à mi-chemin, chassant les tendances virales de TikTok au lieu de s'inscrire à un autre programme qui promettait des richesses rapides. Ils ne se sont jamais enquis de mes promotions ou de la fatigue extrême causée par des semaines de 80 heures à survivre au café noir et aux bars protéinés. Leur crise primait surtout, à chaque fois. La famille et de la famille d'abord, m'a envoyé papa par texto après un virement, avec un emoji pouce levé, comme si cela soldait les comptes. Progressivement, je suis devenu invisible dans ma propre histoire. Le succès est devenu ce mythe partagé où mon salaire soutenait leur confort, mais il le présentait comme un effort collectif découlant des valeurs solides inculquées à la maison. Chloé a même publié un message sur Facebook se vantant de nos escapades familiales soudées, photoshopant grossièrement mon visage sur ses selfies à la plage de voyage que j'avais entièrement manqué, enseveli sous les rapports trimestriels. C'est à ce moment-là que j'ai maîtrisé le silence sur mes réussites. Aucune annonce sur les augmentations ou les économies atteignant 6 chiffres, juste des nouvelles vagues pour éviter le déluge. Les rumeurs de mon recrutement pour un poste de direction par cette puissante entreprise technologique n'ont jamais atteint les oreilles de Lyon car l'histoire était claire, partager les réussites, et les demandes triples du jour au lendemain. Le silence achetait une paix fragile, même si elle était éphémère. En regardant les bilans lumineux dans mon petit studio parisien tard le soir, j'ai fait le compte des pertes. Chaque euro renvoyé signifiait des réserves plus minces pour mon avenir contre les krachs boursiers ou les problèmes de santé. Lyon évoquait des racines enchevêtrées, le goût piquant du saucisson de Lyon flottant depuis les stands de la foire du comté ou les après-midi d'enfance à faire des ricochets sur les vagues du lac d'Annecy avec Chloé avant que le favoritisme ne pétrifie tout. Mais des racines incontrôlées étouffent l'arbre qu'elles nourrissent. Au moment de l'appel insistant de maman exigeant ce sommet familial, j'avais gravé ma limite profondément. Plus d'audit de générosité à sens unique sans limites inflexibles. Ce même soir, après l'appel de maman, je me suis assise dans mon appartement parisien, fixant l'écran du téléphone un long moment avant de composer le numéro que je gardais uniquement pour les urgences. Je contactais mon avocat financier, Maître Antoine Dubois, un professionnel brillant avec qui j'avais collaboré lors d'un projet de conformité complexe dans mon ancienne entreprise des années auparavant. Maître Dubois a décroché à la 2e sonnerie avec ce ton calme et efficace, demandant la raison de cet appel tardif. J'ai exposé la situation clairement, sans émotion superflue, décrivant la demande soudaine de réunion de famille, parfaitement synchronisée avec ma nouvelle offre d'emploi massive promettant 950 000 € par mois à partir du trimestre suivant. Nous avons programmé une vidéoconférence immédiate entre son bureau en ville et mon salon, où les écrans partageaient des documents en temps réel. Nous avons affiché chaque virement récurrent que j'avais mis en place des années auparavant pour soutenir mes parents à Lyon. La liste était longue, couvrant les 2800 € prélevés automatiquement chaque mois pour leurs dépenses générales, plus des pics irréguliers pour des choses comme les impôts fonciers quand ils prenaient du retard ou les tickets modérateurs médicaux après que les examens de routine de papa aient révélé des problèmes mineurs qu'il préférait ne pas gérer seul. Maître Dubois m'a guidé à travers le tableau de bord de mon portail bancaire privé, soulignant la simplicité de l'annulation,
tout en insistant sur l'importance de la documentation pour prévenir tout litige futur, car les affaires de famille dégénéraient parfois de manière inattendue, d'après son expérience. Un par un, nous avons mis fin aux paiements automatisés, en commençant par la plus grosse ligne qui finançait l'amélioration de leur style de vie au fil du temps, puis en passant aux comptes liés plus petits que j'avais complètement oubliés, datant du début de ma carrière lorsque les demandes semblaient inoffensives. Il a rédigé un avis formel sur papier à en-tête, indiquant clairement que tout soutien financier cessait avec effet immédiat, citant ma propriété exclusive des fonds et l'absence d'obligations légales envers les membres adultes de la famille. Il a joint des relevés bancaires expurgés résumant des contributions totales dépassant 240 000 € sur 8 ans, sans qu'aucune attente de remboursement n'ait jamais été discutée. La lettre restait professionnelle, sans accusation, simplement factuelle, avec des références aux pratiques financières personnelles standards en France, où les limites protègent la sécurité à long terme. Ensuite, Maître Dubois a examiné mon nouveau contrat de travail, parcourant les sections clés sur la structure de la rémunération, les clauses de confidentialité et les avantages de la réinstallation avant de préparer des copies certifiées qui prouvaient le changement de revenus sans révéler de détails d'entreprises sensibles à des tiers. Nous avons compilé un dossier propre d'abord numérique, puis des sauvegardes imprimées incluant les confirmations d'annulation du portail bancaire, des captures d'écran horodatées des virements terminés, et l'avis signé, prêt à être remis si nécessaire lors de la réunion du week-end à venir. Il m'a conseillé de m'envoyer des copies par courriel pour mes archives tout en gardant les versions physiques dans une enveloppe scellée, expliquant que le moment de la présentation importait plus que le ton de la confrontation dans ces scénarios. Tout au long de la session, Maître Dubois est resté pragmatique, me rappelant que les personnes à haut revenu sont souvent confrontées à des dynamiques de droit similaires de la part de parents qui considèrent le succès comme un effort commun plutôt qu'individuel, en particulier dans les familles soudées de province comme la mienne, ancrées dans des récits de sacrifices partagés. Ces questions sont restées ciblées, cherchant à savoir s'il existait des comptes joints ou des prêts cosignés qui pourraient compliquer une rupture nette. J'ai confirmé que tout était resté séparé depuis l'université, ayant évité ces pièges instinctivement même à l'époque. À la fin, nous avons finalisé un court script pour les conversations potentielles, en nous concentrant sur une répétition calme des faits plutôt que sur des débats émotionnels, car les disputes changent rarement les opinions bien ancrées du jour au lendemain. La partie financière étant bouclée, je suis passé à la logistique, ouvrant l'application de la compagnie aérienne pour réserver un vol aller-retour de Paris-Orly à Lyon-Saint-Exupéry et départ le samedi matin, retour le dimanche soir. J'ai choisi la classe économique par discrétion plutôt que l'éclat de la première classe qui pourrait alimenter plus de suppositions. L'horaire d'été montrait des options directes d'un peu plus d'une heure, parfaites pour un aller-retour rapide sans nuitée prolongeant inutilement l'exposition. J'ai choisi un siège côté hublot, imaginant la vue sur les nuages au-dessus de la France pendant la montée tout en répétant mentalement les limites fraîchement tracées cet après-midi-là. Voyager léger signifiait un seul bagage à main avec une tenue professionnelle pour la réunion, plus le dossier de documents bien rangé dans une poche latérale à côté de mon ordinateur portable pour toute modification de dernière minute que Maître Dubois pourrait m'envoyer pendant la nuit. Les courriels de confirmation sont arrivés instantanément, détaillant les informations sur la porte d'embarquement, les règles relatives aux bagages et les prévisions météorologiques promettant une chaleur typique de juillet avec des maximales autour de 27 degrés Celsius, idéal pour le court trajet de l'aéroport à la banlieue dans une berline de taille moyenne déjà réservée en ligne. Tout s'alignait précisément, sans rien laisser au hasard, alors que les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur de ma fenêtre, signalant que les préparatifs étaient terminés fort tout ce qui m'attendait à la maison. Samedi matin, j'ai atterri à Lyon et j'ai loué une voiture pour me rendre chez mes parents. Je suis descendu de l'avion dans la chaleur humide et familière d'une journée de juillet, où l'air portait des effluves d'herbes fraîchement coupées et de brises lointaines. J'ai parcouru le court tronçon d'autoroute de l'aéroport Saint-Exupéry vers les banlieues tranquilles. Le trajet le long de la 43 semblait routinier même après des années d'absence, avec des panneaux publicitaires pour des domaines viticoles locaux et des festivals d'été qui défilaient, tandis que les rues bordées d'arbres laissaient place à de larges impasses bordées de maisons de plain-pied en briques et de parterres de fleurs débordant de couleurs saisonnières sous un ciel bleu clair. En arrivant dans l'allée de la maison où j'avais grandi, j'ai ressenti une vague immédiate de nostalgie mêlée de prudence. La porte du garage était ouverte, révélant les outils méticuleusement organisés de papa sur des panneaux perforés et les hortensias en pot de maman fleurissant d'un rose vibrant le long de l'allée menant au porche d'entrée. Ils attendaient là ensemble, avec Chloé qui saluait avec enthousiasme depuis les marches. Dès que je me suis garé, maman s'est précipitée en avant, m'enlaçant étroitement, s'exclamant à quel point c'était bon de m'avoir à la maison. Papa a suivi avec une poignée de main ferme qui s'est transformée en une brève étreinte, commentant mon bagage léger, suggérant que Paris me gardait,
trop occupé pour de vraies visites. À l'intérieur, l'arôme de café filtre fraîchement préparé emplissait la cuisine, où une assiette de pain au chocolat maison refroidissait sur le comptoir à côté de tranches de fruits frais joliment disposées, comme pour une occasion spéciale. Nous nous sommes installés autour de la table de salle à manger en chêne qui avait accueilli d'innombrables repas de famille au fil des ans, la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux en dentelle sur des napperons délavés. Tout le monde s'est lancé dans une conversation décontractée sur mon vol sans encombre et le trafic léger et inhabituel pour un week-end en sortant de la ville. Chloé a dominé la conversation au début, partageant des nouvelles de ses derniers contrats de graphisme en freelance qui payaient sporadiquement mais lui laissaient une liberté de création, tout en faisant défiler sur son téléphone des photos de planches d'inspiration pour des clients potentiels. Maman a orienté la conversation vers des histoires de Paris, demandant si la vue de l'appartement était meilleure depuis les étages supérieurs maintenant et si l'on voyait encore des célébrités dans les ascenseurs, provoquant un léger rire quand j'ai décrit des courses banales à l'épicerie au lieu d'événements glamour. Papa hochait la tête, mentionnant les changements dans le quartier, comme de nouvelles familles emménageant à côté avec de jeunes enfants faisant du vélo dans la rue, ravivant des souvenirs d'été similaires passés. L'ambiance est restée détendue pendant un moment, avec de deuxièmes tasses servies et des viennoiseries qui circulaient, jusqu'à ce que la conversation revienne inévitablement sur mon changement de carrière dont ils avaient appris l'existence par des connaissances communes. Bientôt, maman s'est penchée en avant, les yeux brillants, déclarant à quel point ils étaient tous incroyablement fiers de cette énorme opportunité qui m'était tombée dessus parce que cela rejaillissait sur toute la famille, après tout ce que nous avions traversé ensemble, élevant 2 filles avec une forte éthique de travail. Papa était d'accord, ajoutant que des réalisations comme la mienne méritaient d'être célébrées, surtout que le travail acharné issu des valeurs familiales avait clairement porté ses fruits à la fin, faisant rayonner tout le monde de ce crédit partagé. Chloé est intervenue avec enthousiasme, disant que le moment ne pouvait pas être meilleur étant donné les tendances du marché favorisant les décisions audacieuses en ce moment. Peu de temps après, le ton a glissé en douceur vers des suggestions pratiques, en commençant par maman se demandant à voix haute si le nouveau niveau de revenus pourrait permettre de moderniser leur maison actuelle pour quelque chose de plus grand dans une résidence privée voisine avec de meilleures commodités pour leurs années de retraite, puisque les valeurs immobilières ne cessaient d'augmenter dans la région. Elle a décrit des caractéristiques comme une suite parentale au rez-de-chaussée et des piscines communautaires qui conviendraient parfaitement à leur étape de vie, sans plus de tracas d'entretien. Papa a renchéri, soulignant qu'un nouveau départ dans un endroit plus grand pourrait accueillir plus confortablement les réunions de famille élargies, en particulier pendant les vacances lorsque tout le monde se retrouverait à nouveau sous un même toit. Chloé a sauté sur l'occasion, décrivant sa vision de lancer une boutique en ligne vendant des vêtements vintage sélectionnés, provenant de brocantes à travers la France. Elle avait besoin d'un financement initial pour l'inventaire et les coûts de développement du site web, qu'un petit investissement de ma part pourrait couvrir facilement, transformant rapidement sa passion en une entreprise rentable. Elle a sorti des tableaux Pinterest enregistrés sur sa tablette, montrant des mises en page esthétiques et des chiffres de vente prévisionnels basés sur des magasins similaires prospérant pendant les récents booms du commerce électronique, soulignant le faible risque compte tenu de la demande actuelle de pièces de mode durables. Les demandes se sont superposées naturellement, maman revenant aux contributions mensuelles, suggérant qu'une augmentation substantielle était logique maintenant que la pression financière s'était allégée de mon côté. Car la responsabilité familiale signifiait s'entraider dans les moments de prospérité, tout comme j'avais été soutenu en grandissant grâce aux sacrifices qui, selon eux, avaient façonné ma discipline. Papa a renforcé l'idée, la présentant comme une progression naturelle où le succès revenait au point de départ, bénéficiant à toutes les personnes impliquées et maintenant les liens forts contre les tendances d'isolement moderne affectant tant de foyers de nos jours. À travers leurs paroles, j'ai observé le schéma familier émerger une fois de plus, où les jalons personnels se transformaient tranquillement en attentes collectives enveloppées d'affection et de tradition, faisant paraître le refus ingrat plutôt que nécessaire. L'horloge de la cuisine tic-taquait régulièrement au-dessus de l'évier, marquant les minutes qui passaient, tandis qu'à l'extérieur, les bruits du quartier, des tondeuses à gazon qui vrombissaient et des enfants qui riaient dans la rue soulignaient le cadre ordinaire de cette demande extraordinaire. Je suis resté calme et j'ai sorti le dossier que j'avais préparé, le posant carrément sur la table de la salle à manger entre les viennoiseries à moitié mangées et les tasses de café refroidies. La lumière du soleil de l'après-midi continuait de filtrer à travers les rideaux comme si rien d'extraordinaire n'était sur le point de se produire. La pièce est tombée dans le silence pendant un instant, tout le monde regardant avec curiosité jusqu'à ce que j'ouvre le dossier, faisant glisser d'abord l'avis formel, suivi des relevés bancaires imprimés et des extraits de contrats qui documentaient tout en noir et blanc. J'ai parlé d'une voix égale, annonçant que tout soutien financier prenait fin avec effet immédiat, sans autre virement, discussion ou exception,
car les schémas de générosité unilatérale avaient atteint leurs limites après des années à encourager la dépendance plutôt qu'une véritable aide mutuelle. Les mots flottaient dans l'air, prononcés sans hausser la voix ni accuser, énonçant simplement des faits étayés par des horodatages et des chiffres totalisant des centaines de milliers d'euros au fil du temps. Mon père a réagi le premier, se penchant en arrière sur sa chaise, les bras croisés, déclarant sans embâche que j'étais devenu égoïste du jour au lendemain, oubliant chaque sacrifice qu'ils avaient fait pour m'élever pendant les premières années difficiles où l'argent était rare pour tout le monde. Il a légèrement haussé la voix, insistant sur le fait que la vraie famille restait soudée contre vent et marée, au lieu de couper les ponts au moment où la fortune personnelle s'améliorait, rendant sa déception claire par son ton acéré et ses sourcils froncés. Les yeux de maman se sont presque instantanément remplis de larmes alors qu'elle pressait une main sur sa poitrine, murmurant à quel point cela semblait ingrat après tout ce qu'ils avaient investi dans leurs deux filles de manière égale, malgré leurs ressources limitées à l'époque. Les larmes ont coulé pendant qu'elle cherchait un mouchoir, répétant qu'aucun parent n'attendait de remboursement, bien sûr, mais qu'une certaine appréciation continue montrait un respect de base, surtout pendant la phase de la retraite où des dépenses imprévues survenaient régulièrement. Chloé est intervenue plus fort que ses deux parents, se levant à moitié de sa chaise, m'accusant de détruire délibérément l'unité familiale en brandissant l'argent comme une arme contre des gens qui m'aimaient inconditionnellement. Elle a fait quelques pas, gesticulant vivement, exigeant des explications détaillées sur la raison pour laquelle une cruauté soudaine remplaçait des années de prétendue fraternité, affirmant que cette décision les laisserait en difficulté pendant que je vivrais luxueusement seul dans un Penthouse lointain. Leurs voix se sont brièvement superposées, papa renforçant les larmes de maman en ajoutant que les liens du sang méritaient la priorité sur les contrats d'entreprise, et Chloé revenant sur ses rêves brisés, désormais impossibles sans le capital de démarrage promis implicitement à travers les récits de succès partagés. La cuisine semblait soudainement plus petite, la tension s'épaississant autour des murs familiers décorés de photos de vacances délavées de voyages que mes revenus avaient discrètement financés il y a longtemps. J'ai attendu que la première vague se calme, puis j'ai répondu calmement, reconnaissant leur contribution passée pendant mon enfance mais soulignant que le déséquilibre était devenu insoutenable à l'âge adulte, où les demandes avaient évolué en attente sans qu'aucune limite ni réciprocité n'émerge jamais. J'ai souligné que cette décision protégeait ma sécurité future, gagnée par un effort individuel et non par une revendication collective, leur rappelant calmement que les relations adultes prospèrent sur le respect de l'indépendance plutôt que sur un accès supposé aux ressources. Aucune tournure de phrase culpabilisante ne changeait ma position de base car mes déclarations préparées couvraient les arguments potentiels à l'avance, laissant peu de place aux boucles de négociation courantes dans ces dynamiques. Quand Chloé a essayé de m'interrompre à nouveau avec de nouvelles accusations sur mon ambition sans cœur, j'ai réitéré la finalité de ma décision, fermant doucement mais fermement le dossier pour signaler la fin de la discussion sur ce sujet pour toujours. Mes parents ont échangé des regards lourds d'incrédulité tandis que Chloé se laissait retomber sur sa chaise, marmonnant entre ses dents sur les dommages irréversibles causés aujourd'hui. L'atmosphère est passée d'une anticipation pleine d'espoir quelques heures plus tôt à un silence stupéfait, rompu seulement par les reniflements occasionnels de maman et le tic-tac régulier de l'horloge au-dessus. J'ai rassemblé mes affaires, me levant sans me presser, car des invitations persistantes à reconsidérer ma décision n'auraient fait que prolonger un malaise déjà à son comble. Marcher vers la porte m'a semblé étrangement définitif, papa lançant un dernier appel pour que je réfléchisse bien avant de couper les ponts de manière permanente. Mais je ne me suis arrêté que brièvement, exprimant l'espoir de relations plus saines à l'avenir sans enchevêtrement financier et puis je suis sorti dans l'air chaud de l'après-midi, qui portait la légère odeur de barbecue des cours voisines. La voiture de location attendait dans l'allée, son moteur démarrant facilement alors que je reculais, saluant une fois d'un geste neutre par la fenêtre les silhouettes regroupées sur le porche, qui regardaient mon départ se dérouler. Sur le chemin du retour vers l'aéroport, le long des tronçons d'autoroute familiers parsemés de panneaux publicitaires et d'un trafic estival fluide, je me suis arrêté brièvement sur une aire de repos. J'ai activé les paramètres de mon téléphone pour bloquer les numéros de mes parents et de Chloé, confirmant séquentiellement chaque changement avec une finalité satisfaisante. Les notifications étaient réduites au silence de façon permanente, supprimant leur accès immédiat, tandis que les champs verts défilaient à l'extérieur des fenêtres sous un vaste ciel, s'étendant à l'infini devant moi, symbolisant le chemin ouvert vers l'avenir, enfin libéré de tout fardeau. Quelques semaines plus tard, de retour à Paris, j'ai retrouvé ma meilleure amie, Léa Martin, pour un café sur un petit toit terrasse dans le marais qui surplombait la Seine, avec des tables dispersées parmi des herbes en pot et des guirlandes lumineuses qui scintillaient même en plein jour. Léa était ma plus proche confidente depuis nos années d'université, partageant des nuits d'études tardives et nos déménagements à la ville après l'obtention de notre diplôme, où nous avons navigué ensemble entre les premiers emplois et les petits appartements, soutenant toujours les choix de l'autre sans jugement.
Elle a écouté attentivement pendant que je racontais tout le voyage à Lyon, des demandes initiales à table aux réactions vives et à ma sortie discrète, détaillant chaque échange sans exagération tout en sirotant son latte glacé et en hochant la tête pensivement au moment clé. Léa connaissait toute l'histoire de la dynamique familiale mieux que quiconque, ayant été témoin des premiers appels téléphoniques suppliants pour « encore un autre virement » pendant notre vingtaine, quand l'argent était plus serré pour moi au début. Son soutien était constant et indéfectible, affirmant que fixer des limites fermes protégeait autant la santé mentale que les finances, surtout après des années de schémas répétitifs incontrôlés. Au cours de l'heure suivante, Léa a partagé des histoires de sa propre vie, coupant les ponts avec un cousin exigeant qui traitait le succès comme une propriété commune, me rappelant comment la culpabilité masquait souvent le sentiment que tout était dû dans ses relations, faisant paraître les limites cruelles alors qu'elles n'étaient que de l'autopréservation. Elle a souligné que les vraies connexions survivaient à l'honnêteté tandis que les toxiques s'effondraient sous elle, encourageant la célébration de cette étape comme une reconquête d'une autonomie personnelle attendue depuis longtemps. Entendre sa perspective à voix haute a levé les doutes persistants, confirmant que la décision était alignée avec les valeurs que j'avais tranquillement gardées pendant des années mais que je n'avais jamais appliquées jusqu'à présent. Cette conversation a marqué la première fois qu'une paix véritable s'est installée sans la tension sous-jacente des demandes anticipées ou des messages de crise interrompant mon quotidien. Les matins se sont transformés en routine sans hâte, commençant par un café fort préparé dans ma cuisine tout en consultant les bulletins du marché avant de me rendre au bureau. Je ne scrutais plus mes comptes à la recherche de virements sortants qui épuisaient mes réserves. L'absence d'attente a créé un espace pour être présente à chaque instant. Que ce soit en marchant dans les rues bordées d'arbres ou en rejoignant des collègues pour des déjeuners informels pour discuter librement des tendances de l'industrie, le travail absorbait entièrement ma concentration. L'intégration dans mon nouveau rôle de direction s'est déroulée avec des sessions de stratégie intensives aux côtés de la haute direction, cartographiant les cadres de risque pour des initiatives mondiales qui exigeaient toute mon attention et ma contribution créative. Les projets ont été lancés rapidement, impliquant des équipes interfonctionnelles où mon expertise en conformité a façonné des politiques protégeant des portefeuilles de plusieurs milliards d'euros, me valant une reconnaissance discrète de mes supérieurs. Très tôt, des opportunités de mentorat ont émergé naturellement, guidant des analystes juniors à travers des audits complexes tout en créant des réseaux entre les départements qui promettaient une croissance accélérée au sein de la structure de l'entreprise. Bientôt, les évaluations de performance ont mis en évidence des contributions menant à des responsabilités élargies, supervisant des divisions plus importantes avec des subordonnés directs comptant sur les conseils affinés au cours d'années solitaires et difficiles. La rémunération a immédiatement reflété mon impact, permettant à mes économies de s'accumuler sans être touchées, aux côtés d'investissements diversifiés professionnellement pour une stabilité à long terme chose auparavant impossible sous des sorties de fonds constantes. Mes collègues ont remarqué une concentration plus vive lors des réunions, l'attribuant à une vie personnelle stable, bien que les détails soient restés privés comme toujours. Les soirées se sont tournées vers un plaisir intentionnel, explorer les quartiers parisiens avec une curiosité renouvelée, essayer de nouveaux restaurants servant une cuisine fusion le long d'avenues animées, ou assister à des concerts en plein air dans les parcs alors que l'été s'étirait, long et chaud. Les courses du week-end le long de la Seine vidaient complètement mes pensées, avec des podcasts sur le leadership remplaçant les calculs anxieux sur les dépenses familiales à venir qui dominaient autrefois mon temps libre. Les plaisirs simples comme parcourir les marchés de producteurs le week-end pour des produits frais ou lire sur des bancs tranquilles ont retrouvé leur priorité sans que la culpabilité n'occulte mes choix. Léa et moi avons maintenu des contacts réguliers par SMS, partageant des articles sur les limites saines ou célébrant de petites victoires, comme la conclusion d'affaires importantes qui faisaient progresser ma position au sein de l'entreprise. Ces encouragements ont renforcé l'idée que la paix n'était pas une absence de conflit, mais une présence d'alignement où l'énergie fluait vers la croissance plutôt que vers le maintien de liens déséquilibrés. La ville pulsait autour de moi avec des possibilités infinies, non plus filtrées par des obligations qui me tiraient en arrière, mais pleinement embrassées comme une récompense méritée après une persévérance disciplinée. Plusieurs mois se sont écoulés tranquillement à Paris. Les saisons sont passées de la chaleur estivale persistante aux journées d'automne fraîches où les feuilles prenaient des teintes brillantes le long des allées du jardin du Luxembourg, et ma routine s'est solidifiée autour de journées de travail exigeantes mais gratifiantes qui laissaient peu de place aux distractions du passé. Des nouvelles de Lyon sont arrivées indirectement un après-midi lors d'un appel vidéo informel avec une ancienne connaissance de l'université qui était restée dans la région. Elle dirigeait un cabinet comptable local et croisait encore mes parents lors d'événements communautaires en ville. Elle a mentionné en passant que mon père avait échangé le grand VUS contre une berline d'occasion plus pratique, citant la hausse des prix de l'essence et les coûts d'entretien des modèles plus récents qui pesaient plus que prévu sur leur budget. Le changement était notable car le véhicule familial avait longtemps symbolisé le confort,
avec de la place pour les petits-enfants ou les week-ends sur la Côte d'Azur. Mais la praticité l'a emporté lorsque les mensualités sont devenues plus difficiles à gérer sans le coussin supplémentaire sur lequel il comptait auparavant. Les soldes des cartes de crédit ont grimpé régulièrement à sa place, couvrant les dépenses quotidiennes comme les courses dans les grandes surfaces ou les réparations imprévues à la maison après que de violentes tempêtes hivernales aient de nouveau endommagé le revêtement extérieur. Ma mère a confié des préoccupations similaires lors de rassemblements de quartier, expliquant leurs dépenses réduites pour les articles non essentiels comme les dîners dans leurs restaurants préférés ou les mises à jour saisonnières de leur garde-robe dans les grands magasins du centre-ville. Leur code de crédit a subi des baisses notables en raison de ratios d'utilisation plus élevés et de paiements en retard occasionnels sur de petites factures, déclenchant des alertes qu'ils s'efforçaient de résoudre par des plans de paiement plutôt que par les versements forfaitaires autrefois habituels. Les conversations se sont tournées vers des discussions sur la réduction de leur espace de vie, pesant des options comme la vente de la maison de banlieue pour quelque chose de plus petit dans un complexe d'appartements voisins afin de libérer des capitaux propres tout en réduisant les charges fiscales foncières qui augmentaient chaque année. Chloé s'est adaptée différemment, décrochant un poste de gestionnaire de vente au détail à temps plein dans un magasin de vêtements d'une chaîne dans le centre commercial local après que les opportunités en freelance se soient taries sans capital de démarrage pour combler les vides entre les contrats. Le salaire fixe couvrait le loyer de son appartement et les services publics de base, mais éliminait les luxes comme les visites fréquentes au salon de coiffure ou les boîtes d'abonnement pour des produits de beauté qui définissaient son style auparavant. Elle se déplaçait quotidiennement dans une voiture compacte plus ancienne qu'elle avait achetée comptant, évitant les contrats de location qui risquaient une reprise de possession si ses heures étaient réduites de manière inattendue pendant les saisons creuses. La connaissance a partagé ses nouvelles de manière factuelle sur nos écrans partagés, décrivant des rencontres fortuites aux caisses des supermarchés ou au marché de Noël où la politesse de surface masquait les ajustements financiers sous-jacents qui remodelaient les choix quotidiens de tout le ménage. Aucun contact direct ne m'est parvenu, car les canaux bloqués sont restés silencieux, préservant la distance établie lors de cette visite du week-end des mois plus tôt. Entendre les détails n'a provoqué aucune vague de satisfaction ou de regret, seulement un détachement calme, reconnaissant les conséquences naturelles de la suppression d'un soutien qui avait longtemps soutenu une stabilité artificielle. La vie à Lyon continuait, s'ajustant aux réalités auxquelles de nombreuses familles de la classe moyenne sont confrontées lorsque l'épargne retraite est mise à rude épreuve par l'inflation ou l'augmentation annuelle des franchises médicales. Les voisins ont remarqué des rassemblements plus discrets, avec des contributions de type repas partage remplaçant les buffets de traiteurs, et des projets de vacances se transformant en vacances locales pour explorer les parcs naturels régionaux au lieu de réservation dans des centres de villégiature plus au nord. Cette information s'est installée sans perturber mon élan à Paris, où mes projets avançaient sans heurts, gagnant une reconnaissance plus large au sein de l'entreprise pour les stratégies de conformité innovantes mises en œuvre dans toutes les divisions. Le contraste a mis en évidence comment l'absence d'obligation permettait à mon énergie de se concentrer sans partage sur des objectifs professionnels auparavant dilués par une gestion de crise constante à distance. Ma capacité émotionnelle s'est élargie, se remplissant de connexions présentes et de planifications futures, non obscurcies par des attentes héritées. Un an plus tard, je me tenais sur mon balcon surplombant la Seine alors que la lumière dorée du soir dansait sur l'eau et que la ligne d'horizon lointaine de la ville s'étendait à l'infini en contrebas. J'absorbais la certitude tranquille que la liberté complète, à la fois financière et émotionnelle, était enfin devenue ma réalité quotidienne dans l'appartement en étage élevé à Paris que j'avais choisi pour ses lignes épurées et ses vues imprenables. L'espace reflétait des choix intentionnels, avec un mobilier minimaliste dans des tons neutres, des bibliothèques remplies de revues financières à côté de romans pour les loisirs, et de grandes fenêtres encadrant les saisons changeantes sans aucune ombre persistante d'obligations passées. Les matins commençaient par des rituels sans hâte, préparer un expresso sur le comptoir en marbre tout en consultant les mises à jour du marché de la nuit, puis me rendre au bureau, où mes responsabilités de direction s'étaient progressivement étendues à la supervision d'équipes de conformité internationale qui faisaient confiance à mon jugement sur des paysages réglementaires complexes. Ma rémunération a augmenté en conséquence, finançant non seulement une vie confortable, mais aussi une allocation réfléchie à des causes en accord avec les leçons durement apprises de mon expérience personnelle. J'ai commencé à contribuer mensuellement à la fondation Limite au féminin, une organisation à but non lucratif dédiée à aider les femmes à naviguer dans des dynamiques familiales toxiques grâce à des ateliers de conseil et des guides de ressources juridiques qui leur donnaient le pouvoir d'établir des limites infranchissables. Les dons semblaient significatifs, canalisant la douleur passée en un soutien tangible pour d'autres personnes confrontées à des schémas de droits similaires où le succès déclenchait des exigences plutôt que des célébrations.
la lecture des rapports trimestriels sur les participants au programme qui gagnaient la confiance nécessaire pour prendre la décision de couper tout contact ou reconstruire leurs finances de manière indépendante a renforcé le fait que ma limite avait des effets d'entraînement plus larges, au-delà de la guérison individuelle. Une satisfaction tranquille venait de savoir que les ressources autrefois drainées vers l'extérieur alimentaient maintenant un changement positif ailleurs, sans fanfare ni attente de gratitude. Un jour de semaine ordinaire, une notification de courriel de ma mère est apparue. L'objet était « Demande une chance de parler et de guérir les vieilles blessures », et il était joint à un long message exprimant des regrets sur des « malentendus », tout en faisant allusion à des difficultés persistantes à s'adapter sans mon aide antérieure. L'aperçu seul révélait des sous-entendus familiers, présentant la séparation comme un malentendu temporaire réparable par la conversation. Pourtant, je l'ai archivé immédiatement sans l'ouvrir, préservant le silence que j'avais choisi il y a longtemps comme la voie la plus saine. À Lyon, les conséquences continuaient de se dérouler naturellement. Mes parents géraient une dette de carte de crédit persistante grâce à des prêts consolidés et des dépenses réduites, conservant finalement la plus petite maison après avoir soigneusement pesé leurs options de vente. Chloé s'est installée dans un travail à temps plein constant, progressant légèrement dans la gestion de vente au détail mais renonçant aux projets entrepreneuriaux qui nécessitaient un capital de départ qui n'était plus disponible. Leurs vies se sont ajustées à leur niveau de revenus authentique, révélant les habitudes insoutenables construites sur un soutien externe pendant des années. Cette distance n'a apporté aucune culpabilité persistante, seulement une clarté constante. J'ai reconnu que les choix que j'avais faits protégeaient un bien-être gagné par un effort acharné, et non une obligation héritée de naissance. La paix n'est pas arrivée comme une révélation spectaculaire, mais comme une acceptation progressive que certaines relations ne prospèrent que dans des paramètres stricts, tandis que d'autres, lorsqu'elles sont complètement libérées, permettent une croissance authentique ailleurs. En fin de compte, les limites se sont avérées être des protections essentielles, préservant mon énergie pour des connexions significatives et une évolution personnelle au lieu d'un accommodement sans fin qui épuisait mes réserves. Couper les ponts de manière permanente a ouvert un espace pour une véritable liberté, où le succès profitait à moi-même et aux causes que j'avais choisies, sans revendications automatiques de ceux qui ne pouvaient